il n'y a pas un acharnement, pas du tout, M. Guelor. Et d'ailleurs, moi, je me suis toujours demandé, quand M. Matata n'avait pas encore connu une situation de ce que la justice est en train de lui reprocher, il ne s'était pas autoproclamé candidat président. Juste quand il a le problème ou quand il devient justiciable, directement, tout allait. Il se lève maintenant pour s'autoproclamer d'être candidat président. Donc, il croit que être candidat président, c'est être exempté de tout essuyer par rapport à des actes commis et puis à tout ce qu'on est en train de reprocher. Non. La justice a ses vicissitudes. Les vicissitudes de la justice, c'est que le pouvoir peut à un moment donné utiliser la justice. Ce qui n'est pas bon. Nous les vivons en Afrique. Nous les vivons en Afrique. Et surtout aujourd'hui. C'est le cas pour l'affaire Matata. Aujourd'hui, nous devons vraiment nous interroger parce que le projet, ou plutôt le procès Matata Pognon n'a que duré. Aujourd'hui, on peut compter plus de 2 ans actuellement. Comment est-ce qu'un procès peut durer 2 ans sans jamais démontrer les faits pour lesquels on reproche plutôt un préjudiciable. Matata Pognon est un préjudiciable. Mais d'autant, il faudrait démontrer quels sont les faits lui reprochés. Et cela dans le délai. Ça ne peut pas aller au-delà de 2 ans. C'est au nom de cette cour qu'ils ont jugé à leur époque, en son temps. Je ne sais pas par rapport à quelle motivation qu'ils avaient pour se déclarer incompétents. Est-ce que les lois changent ou bien c'est toujours le même loi qui continue? Non, bien la loi change ou c'est la même loi qui continue? Les lois ne peuvent jamais changer, mais de toutes les façons aussi, quand il y a le législateur, ils sont dans cette habilitation-là de revisiter quelques lois. Et pour ceux qui pensent qu'il y aurait une main politique derrière ces dossiers? Il n'y a pas une main politique. D'ailleurs, bon, allons maintenant sur le terrain politique. Mon cher Guelor, la politique exige aux acteurs d'avoir les doses de réalisme. Pouvez-vous nous dire, non, Matata, quel ancrage sociologique, politique pour devenir le président de la République? Parce que tout ça compte dans les critériums de devenir président de la République. Donc, un parti créé à la veille des élections, que nous pouvons qualifier aussi comme parti mallette, etc. Bon, croyez-vous directement que non, parce qu'ils ont les sièges au niveau de Kitambo, directement tout. Donc, le 20 décembre, Matata sera élu président de la République. Ça, ce sont des faux calculs. Bon, les élections se préparent, les élections ne s'improvisent pas. Et il a quel ancrage, monsieur? Il a quelle ossature? Qu'est-ce qu'il a travaillé pour qu'il puisse devenir président de la République? C'est ça le problème. Donc, c'est pour vous dire que... En rapport avec l'insécurité, c'est par là qu'on va se séparer. C'est pour vous dire que les élections, les traits des élections est en marche. Les calendriers ont été publiés. Les électeurs ont été enrôlés. Il y a eu l'audit du serveur central. Il y a eu l'audit externe. Mon frère, je vous dis que l'essai ne tombera pas. Ça, il faut retenir comme ça. Là. Donc, il fallait tout simplement que les gens se préparent. Pourquoi? Parce que, vous savez... Pourquoi ils pensent que ça signe? Non, mais il n'y a pas le forcing. Je vous dis que Denis Kadima a publié le calendrier électoral. Oui, oui, non. Et d'ailleurs, vous le savez, avant même que Denis Kadima soit désigné, nous sommes allés en tergiversation vers tergiversation. Donc, à ce que je vous dis tout simplement que les amis sont en train de chercher des échappatoires. Un point de vue... Aujourd'hui, messieurs de l'UDPS, prenez cette question, ne négligez pas. Monsieur Kazadi, il est vice-premier ministre de ce pays. Il doit nous éviter de telles choses. Je pense que la famille politique dont il revient, vous avez aussi la tâche noble de le suivre et de rayonner, de revêtir le pouvoir, un grand pouvoir que Dieu vous a donné. Je pense que ça doit écarter. Et puis, aider aussi la population à connaître celui qui achète ces organes-là. Il ne faut pas le cacher. Mettez-le à public, qu'on le connaisse. Plutôt que de voir des kidnappeurs défiler, on a dit ils kidnappent, ils prennent les organes, ils vendent. Mais qui sont les acheteurs? Il faut soupçonner des gens que ces gens-là, dans les parcelles où ces événements-là se passent. Mais le vice-ministre de la Santé avait dit que... Qu'ils répondent, qu'ils reviennent à la justice. Kinshasa, Congo n'a pas assez de moyens ou de matériel. La famille politique UDPS a le pouvoir.
Le pouvoir, ce n'est pas ceux-là que vous avez simplement envoyés dans les institutions. Le pouvoir est au niveau de l'UDPS. Essayez de recadrer les animateurs que vous avez envoyés dans les institutions parce qu'ils faillent, ils font la honte de la République. Et ce n'est pas correct. Bienvenue à ce nouveau Naïs Presse, amis fidèles téléspectateurs. 3 sujets à l'ordre du jour. Nous allons vous parler de l'insécurité qui sévit au pays. Nous allons vous parler de processus électoral. Nous parlerons également justice. L'ancien Premier ministre et le sénateur Matata Mponyo, convoqué au niveau de la justice. Il y a un mandat de comparution contre ces derniers. C'est aujourd'hui qu'on va en savoir plus. Est-ce qu'il va répondre à l'invitation ou pas? Vous serez fixé. Nous parlerons également, comme j'ai dit il y a peu, 2 élections. Processus électoral, comme j'ai dit il y a peu, je me répète. Le président décidé, Martin Fayulu, va donner la position de son parti politique. Est-ce qu'ils prendront part aux élections prochaines ou pas? Vous êtes sans ignorer que ces derniers et le bloc de Lubumbashi, l'autre fois, avaient émis le vœu de revisiter, de réauditer plutôt, la CENI par les experts internationaux, mais du moins, il y a eu une mauvaise réponse, s'il fallait dire, la lettre de non recevable du côté de la CENI. Donc la CENI dit niet de ne pas revisiter le fichier, plutôt organiser les élections en 2023, donc au mois de décembre. Cependant, la CENI continue à recevoir les candidatures de ceux-là qui seront députés, les futurs députés, s'il fallait dire. La clôture, c'est pour le 15 de ce mois. Qu'adviendra-t-il? Parce que l'autre fois, ou encore de l'autre côté, Adolphe Muzito avait demandé bien sûr qu'il y ait un enrôlement dans les zones isolées. Donc on parle ici des Kwamount, on parle des Massissi et du Rutshuru. Est-ce qu'il y aura un enrôlement? Si oui, est-ce que Nouvel Élan prendra part? Sinon, est-ce que Nouvel Élan aussi va jeter l'éponge? Vous allez en savoir plus. Sur ces plateaux, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir un représentant d'Adolphe Muzito, un représentant de Nouvel Élan, donc la Mouka, Monsieur Sonny Ilunga est avec nous sur ces plateaux. Et de l'autre côté, c'est plutôt l'UDPS qui est représenté par l'entremise de Monsieur Edouard. Ensemble, à bâton rompu, pendant 50 minutes, vous allez avoir les éclairages par rapport aux questions évoquées. Je m'en vais et saluer mes invités, en commençant par Monsieur Sonny Ilunga, à qui j'ai dit bonjour et bon mercredi à vous. Bonjour, Monsieur Guélor. Je salue en même temps aussi mon co-débatteur. Voilà, il est de l'UDPS, Monsieur Edouard. Merci d'être là, ça fait longtemps, c'est un honneur pour nous de vous recevoir encore. Merci et bon mercredi. Merci bien, mon très cher Guélor. Je saisis sur l'occasion pour saluer mon co-débatteur. Je pense que nous aurons 50 minutes de faire le tour d'horizon de l'actualité politique et puis ajouter quelque chose à ce que les Congolais connaissent déjà, maîtrisent déjà, afin que nous puissions décrypter toute la situation politique qui sévit ici dans notre pays. La justice élève une nation, dit-on. Nous sommes dans un état de droit ou une nation de droit. Aujourd'hui, l'ancien Premier ministre, le sénateur Matata Mponyo, avait échappé belle. Je me permets d'utiliser ça comme expression l'autre fois à la justice. Aujourd'hui, il a reçu de nouveau une invitation pour comparaître convaincu. C'est un rapport avec l'affaire Bukanga Lonzo. D'aucuns pensent que c'est un acharnement. Des milliers estiment que du fait que les élections se pointent déjà à l'horizon, d'où il faut neutraliser certains opposants. Vous êtes UDPS, vous êtes Union Sacrée. Que pensez-vous de ça? C'est une fausse lecture. Parce que dans un état de droit, tous nous devons nous soumettre justement que dans ce qui nous régit, c'est-à-dire la loi. Il n'y a aucune personne qui doit être plus forte que la loi. Et la loi doit être plus élevée que toute personne ici qui se croit être citoyen de ce pays. Il n'y a pas un acharnement, pas du tout, M. Guélor. D'ailleurs, moi je me suis toujours demandé, quand M. Matata n'avait pas encore connu une situation de ce que la justice est en train de lui reprocher, il ne s'était pas autoproclamé candidat président. Juste quand il a le problème ou quand il devient justiciable, directement tout allait. Il se lève maintenant pour s'autoproclamer d'être candidat président. Donc il croit que être candidat président, c'est être exempté de tout suivre par rapport à des actes commis et puis à tout ce qu'on est en train de reprocher. Non, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui doit s'esquiver devant la loi. Matata Mponyo est reproché, non pas du moment où il est sénateur,
c'est par rapport aux actes commis dès lors ou alors Premier ministre. Ça, c'est les termes constitutionnels qui le disent dans des termes trop pas clairs. Et d'ailleurs, vous-même, vous êtes en train de voir même le président de la République qui est en train de tirer la sonnette d'alarme tout le temps pour interpeller cette justice de faire mieux le travail. Parce que vous ne pouvez jamais, quelqu'un qui a à charge et que la justice a besoin de recueillir de lui des informations par rapport à notre argent. Parce que le problème de Matata Mponyo, comme vous le savez, c'est une affaire de Boukangalonzo. Boukangalonzo n'est pas une affaire personnelle de Matata Mponyo, c'est notre affaire tous. Parce que l'argent qui était sorti, voilà, donc l'argent qui était sorti du trésor public, c'était ton argent, mon argent, l'argent de mon ami, mon compatriote. Alors ce qui veut dire qu'une seule personne ne peut jamais bouffer l'argent de toute une nation. Et quand la justice se poursuit une telle personne, en tout cas, nous nous disons bravo, mais nous demandons à ce juge-là de faire mieux le travail, de dire exactement les droits et de ne pas nous mettre dans les toïs-boïs de tout ce qui se bat, de tout ce que nous sommes en train vraiment de reprocher à cette justice où il y a les gens qui veulent toujours se voir, qui sont plus forts que la loi, mais pendant que dans un état de droit que nous prenons, parce que vous savez que l'UDPS nous sommes venus avec notre projet de société, qui est d'abord le peuple d'abord, et puis c'est dans ce projet de société que nous sommes en train de mettre sur pied un état de droit où la justice doit être équitable et que celui qui a commis un acte doit répondre. Et s'il est jugé condamnable, mais il doit que subir de peine. Mais d'abord, à nous rétrocéder tout ce qu'il avait volé. Mon cher ami Matata Mponyo a fait une chose extraordinaire dans ce pays. C'est-à-dire un miracle même que Moïse n'a pas fait dans la Bible. Donc, la personne qui devra planter les maïs, justement, il récolte toute une université. Et puis il va vous dire que bon, écoutez, il y a ça là. Non, non, en tout cas, moi je pense que s'autoproclamer candidat président de la République, ce n'est pas être au-dessus de la Constitution. D'accord. Donc il doit s'assumer, il doit comparaître, il doit nous dire. D'ailleurs, nous voulons qu'un tel procès vraiment soit en direct de télévision pour que le Congolais sache là où était parti les derniers. D'accord, je vais vous revenir. La loi, c'est dur, hein, mais c'est la loi. Monsieur Sonny Lunga, vous avez sans doute suivi l'intervention de Monsieur Edouard. Nous parlons de l'affaire Matata Mponyo, la justice bien évidemment. Est-ce la procédure est respectée, que, en tant qu'humain, en tant que Congolais, en tant que compatriote, ex-premier ministre soit-il, il est obligé de se présenter devant la justice pour se justifier, ou bien du fait qu'il est candidat à la présidentielle prochaine, il y a déjà des indices qui prouvent à ce que Matata risquerait d'être écarté de la course. Merci, M. Gulor. Vous avez toujours l'air de poser des questions pertinentes et palpitantes. Merci. Mais surtout pendant cette période où la justice doit à part entière être au milieu du village. C'est-à-dire que la politique ne doit pas être l'apanage d'une personne. Elle ne doit pas être taillée sur mesure. La justice, c'est les talents. C'est elle qui joue l'équilibre. Sans justice, un pays s'effondre. Je pense qu'on va d'abord se poser des questions fondamentales aujourd'hui. Est-ce que pouvons-nous parler du projet Boukangalonzo ou carrément de Boukangalonzo comme une entreprise agroalimentaire de ce pays? Et c'est à quel niveau on peut situer? C'est encore, ça doit exister comme projet ou carrément une entreprise qui existe et qui fonctionne? Et c'est là le problème. Si ce projet du temps de Matata Mponyo existait, ça devait continuer. Pourquoi ça ne continue pas aujourd'hui? C'est du moins ce que tout le Congolais devait commencer à s'interroger parce que c'est un projet agroalimentaire aujourd'hui. Peut-être parce qu'il y a eu des choses. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui pensent plutôt qu'il y a lieu que les procès puissent avoir lieu, que les Congolais puissent en savoir plus par rapport à la situation. Voyez-vous, ça, ce sont des pesanteurs. Mais la justice a ses vicissitudes. Les vicissitudes de la justice, c'est que le pouvoir peut, à un moment donné, utiliser la justice. Ce qui n'est pas bon. Hein. Nous les vivons en Afrique. Nous les vivons en Afrique. Et surtout aujourd'hui. C'est le cas pour l'affaire Matata. Aujourd'hui, nous devons vraiment nous interroger parce que le projet, ou plutôt le procès Matata Mponyo n'a que duré. Aujourd'hui, on peut compter plus de 2 ans actuellement. Comment est-ce qu'un procès peut durer 2 ans sans jamais
de montrer les faits pour lesquels on reproche plutôt un préjudiciable. Matata Ponyo est un préjudiciable. Mais d'autant, il faudrait démontrer quels sont les faits lui reprochés. Et cela dans le délai. Ça ne peut pas aller au-delà de 2 ans. Matata Ponyo a défilé autour de la justice. La justice n'a pas de délai. Hein? Même pour une affaire de plus de 50 ans, s'il faut plutôt... Il faut répondre, mais en attendant, dès lors que vous êtes préjudicié, on doit vous dire pourquoi on vous reproche. On a reproché à Matata, il a détourné. Mais il faudrait démontrer les faits allégués. C'est ça le problème. Le délai, c'est par rapport aux faits. Qu'est-ce qui a été retenu? À son temps, oui. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Oui. Matata Ponyo a été renvoyé à son juge naturel, la Cour de cassation. Et il est là-bas, aucun fait n'a été retenu. Mais maintenant, reprendre encore, ça donne maintenant matière à réflexion. Parce qu'il s'agit d'une république, il ne s'agit pas de la personne. Lorsque nous réfléchissons... Vous insinuez quoi quand vous dites tout ça en fait? L'article 18 tranche déjà de la Constitution. Il faut penser à une justice équitable. Plutôt que... Elle ne l'est pas, pensez-vous? Ça a des problèmes, je te dis. Parce que les arrêts de la Cour constitutionnelle, une fois rendus, deviennent opposables à tous. Oui. Mais comment est-ce que le procureur qui avait émis à son temps ce mandat d'arrêt de Matata Ponyo, aujourd'hui, Matata Ponyo relâché, donc acquitté de tout ce qui lui était reproché à son temps. Mais quels sont les autres faits au même procès de Bukanga Lonzo que Matata Ponyo aujourd'hui encore puisse être interpellé et aller comparaître? Pourtant, lorsqu'on rend les verdicts au niveau de la Cour constitutionnelle, qui est le garant de la légalité et de loi du pays, je pense que ce débat-là doit demander vraiment un procès. Peut-être dans l'état d'espèce où Matata Ponyo aujourd'hui, on ne peut pas négliger le fait qu'il s'est prononcé candidat aux élections. On doit lui reconnaître cette liberté-là de postuler. Parce que d'autant, on ne lui reproche de rien jusqu'à preuve du contraire. C'est maintenant qu'il doit aller. Mais à la veille des élections, c'est peut-être lui priver du droit, lui reconnu par les lois du pays. Parce qu'aujourd'hui, il ne reste que 5 mois. S'il répondait à l'invitation, dans le temps où il fallait prendre Matata Ponyo, l'interpeller et le charger de ses forfaits, parce que tous les moyens de défense que Matata Ponyo a dit ont fait que Matata Ponyo soit relaxé. On l'a relaxé. Maintenant, aujourd'hui, dans le délai de 5 ans, de 5 mois plus tôt, pour aller aux élections, on essaye de l'interpeller. Ça, pour les scientifiques avérés, on pourrait s'imaginer qu'il y a quelque chose de mal qui cloche. Parce qu'il y a 5 mois. Et les autres mois qui sont passés, pourquoi on ne le ferait pas? Il était comme un sujet libre. Aujourd'hui, à 5 mois, lorsqu'il émet ses avis et considérations directement, on peut l'appréhender à la justice. Je demande à la justice d'être... Parce que ça, le caractère de noblesse. La justice doit revêtir de caractère de noblesse. La noblesse, c'est-à-dire qu'elle elle dit le droit tel que voulu dans les textes et les prescrits de la loi. Parce qu'elle est impersonnelle, la justice. Elle ne voit pas le nom, elle ne voit pas la couleur, elle ne voit pas la force. La justice est impersonnelle, séparée de tout les velléités liées au pouvoir ou à l'abus du pouvoir. D'accord. Monsieur Edouard, il y a un flou qui plane tout autour de ces dossiers, on croit certains en tout cas, parce que vous avez suivi l'intervention de monsieur Sony. Est-ce que le moment est bien choisi? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen de patienter un peu, peut-être après les élections, pour interpeller ces derniers, alors qu'il est candidat à la présidentielle, vous l'avez reconnu? Et comment expliquer, la même Cour hier s'était déclarée incompétente, je parle de la Cour constitutionnelle bien sûr, aujourd'hui, l'affaire refait surface. La justice, elle est rendue pour le peuple, quels que soient les justiciables. C'est-à-dire qu'il y a un juge qui sévit dans l'incompétence de ne pas juger Matata Ponyo. Mais les prescrits de la loi et de la Constitution demandent à ce que tout président de la République et tout ancien Premier ministre... On souhaitera avoir des éclairages. Oui. C'était un juge en tant qu'individu ou un juge au nom
cette institution de la justice dont je parle de la Cour constitutionnelle? Ah oui, effectivement. Donc, c'est au nom de cette Cour Oui. qu'ils ont jugé, à leur époque, en son temps. Je ne sais pas par rapport à quelle motivation qu'ils avaient pour se déclarer incompétents. Est-ce que les lois changent ou bien c'est toujours le même loi qui continue? Non, ou bien la les loi lois- change ou c'est la même loi qui continue? Les lois ne peuvent jamais changer, Voilà. mais de toutes les façons aussi, quand il y a le législateur, ils sont dans cette habilitation-là de revisiter quelques lois. Voyez-vous? Ce qui veut dire que la première des choses est que quand nous allons dans les prescrits constitutionnels, les faire reprocher à M. Matata, c'est pendant l'exercice de ses fonctions en tant que Premier ministre. Ouais. Et le juge de la Cour constitutionnelle, c'est son juge naturel. Il est en même temps aussi le juge du président de la République. Bon, maintenant, l'arrêt qui a été rendu, et que cette fois-là, et que les autres ont jugé, parce que moi, je vois comme le mandat, celui qui a signé le président près de la Cour constitutionnelle, etc., il est en son temps. Des fois, on ne sait pas quel point de divergence qu'ils avaient avec leur composition. Mais néanmoins, lui, il a trouvé, il a jugé, parce que la justice est rendue pour le peuple. Le peuple a besoin d'abord de savoir où était parti ces maïs, et puis où étaient partis ces trucs-là qu'on lui reproche encore par rapport à la zaïranisation, etc. C'est clair, c'est ça, c'est que la Cour, parce que nous disons que la justice élève une nation. Ce qui veut dire que la justice n'est pas rendue tout simplement pour les individus, mais la par justice rapport est au rendue. temps, par rapport à l'environnement, est-ce que le moment est bien choisi? Nous connaissons les manœuvres des politiques congolais, mon très cher Guélor. Avant le procès, avant même que M. Matata soit interpellé à la justice, il ne s'était pas déclaré à son temps candidat président de la République. Donc d'après vous, c'était fait à dessein pour... Mais c'était à faire dessein pour justifier les vols, les détournements et tout ce qu'il y a eu. Et d'ailleurs, moi je ne sais pas si dans sa tête, s'il avait les yeux derrière sa tête, qu'il avait pensé tout simplement que c'est déclaré être candidat président de la République. C'est là où il sera blanchi, c'est là où il sera exempté des effets commis à l'époque. Non. Et l'autre trouve que nous devons d'abord continuer, enfin d'enquêter, enfin d'être instruits. Et pour ceux qui pensent qu'il y aurait une main politique derrière ces dossiers? Il n'y a pas une main politique. D'ailleurs, bon, allons maintenant sur le terrain politique. Mon cher Guélor, la politique exige aux acteurs d'avoir les doses de réalisme. Pouvez-vous nous dire, nous, Matata, quel ancrage sociologique, politique pour devenir président de la République? Parce que tout ça compte dans les critériums de devenir président de la République. Donc, un parti créé à la veille des élections, que nous pouvons qualifier aussi comme parti mallette, etc. Bon, croyez-vous directement que non, parce qu'ils ont les sièges au niveau de Kitambo, directement tout. Donc, le 20 décembre, Matata sera élu président de la République. Ça, ce sont des faux calculs. Bon, les élections se préparent, les élections ne s'improvisent pas. Et il a quel ancrage, monsieur? Il a quelle ossature? Qu'est-ce qu'il a travaillé pour qu'il puisse devenir président de la République? C'est ça le problème. Il est compté parmi le meilleur Premier ministre du Congo. Non, ça, ce sont les déserts de bonnes aventures. S'il était vraiment compté parmi le premier ministre meilleur de la République du Congo, notre argent de Boukangalonzo ne devra pas être dévolatisé. On va changer le sujet. Et notre situation des organisations là, après nous devons avoir très clair. Donc c'est-à-dire que s'il y avait les détournements à l'échelle ouverte, mais c'est du temps de Matata. Monsieur Sonny Lunga, une main politique derrière ces dossiers, donc qui estime, mais du moins si Matata est réellement innocent comme il est dit, pourquoi ne pas affronter la justice et qu'il sera acquitté et puis il va continuer son chemin pour les élections prochaines? En quoi c'est dangereux? En fait, ce dossier, vraiment, nous voulons que ces dossiers-là soient vraiment dénudés, enlevés de toute velléité, excusez-moi de reprendre mon mot-là, de toute ingérence, de toute affabulation, de toute théâtralisation de la justice. Nous voulons réellement un procès qui soit
rendu convenable. Je pense à une époque donnée correspond aussi des mœurs. Combiner les infractions commises pendant l'époque du Zaïre avec des infractions commises pendant l'époque coloniale, l'époque contemporaine et tout, je pense que c'est vaille que vaille. Il y a lieu de dire que nous devons être sereins. Nous reprochons à Matata Ponyo pour avoir mal géré le projet Boukangalonzo. Parce que le projet Boukangalonzo, c'est sous-entendu un projet qui devait sauver les Congolais qui ont faim et produire une entreprise agroalimentaire de taille en République démocratique du Congo, à la hauteur et à la grandeur, la dimension même de notre pays. Eh bien, je pense que le projet Boukangalonzo intéresse tous les Congolais. Mais commencer à faire l'amalgame avec ce qui était détourné, volé pendant l'époque du Zaïre et venir l'exposer pendant cette époque, je pense qu'elle allait vite. Parce qu'il n'y a pas que Matata Ponyo pour les infractions commises de droit commun depuis l'époque du Zaïre et aujourd'hui. Et on n'a jamais vu quelqu'un du Zaïre défiler. Ce serait un procès premier de Matata. Pourquoi revenir simplement sur lui? Je ne fais pas l'apologie de Matata Ponyo, mais je demande que le projet agroalimentaire qui devait servir les Congolais, en tout cas que ce projet-là existe. Si ce projet-là n'existe pas aujourd'hui, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas bien géré le projet et que le projet aujourd'hui est sujet à caution. Pour l'instant, à obliger à quelqu'un de comparaître sur ce dossier-là, et surtout que Matata Ponyo s'est dit candidat aux élections présidentielles en cours, je pense que c'est donner l'occasion à certains esprits et que non, il y a acharnement. Alors, pour éviter des grognes, pour éviter des suspicions et ne pas planter la graine de déstabilisation, la graine de conflit continu qui n'intéresse personne, c'est autant de laisser d'abord Matata Ponyo se prévoir là, aller directement faire son aventure qu'il fait là, et puis plus tard revenir à la case de départ. Aujourd'hui, le Congo, il y a des sujets ici, je ne sais pas les entamer déjà, il y a des problèmes d'insécurité dans la ville. Ces problèmes d'insécurité viennent d'où? C'est ces problèmes-là. Il y a beaucoup de méfiance, il y a beaucoup de brimes, il y a beaucoup de surenchères, il y a des situations qui font qu'aujourd'hui, les Congolais, de leur lit, ils ne dorment pas à 100%, et vous n'avez qu'à observer dans leur milieu de travail, moi-même ici, à un moment donné, lorsque je suis là-bas, à mon bureau, je ne fais que somnoler, parce qu'on n'a pas les oreilles tranquilles, on n'a pas les corps en paix, on ne dort pas la paix. C'est qu'il y a un problème déjà au niveau interne, des quiétudes. Il n'y a pas de sécurité convenable au niveau interne, avec tout ce qui se passe, avec l'histoire de ceux qui kidnappent, des personnes qui viennent violenter, qui viennent cambrioler de jour ou de nuit. Actuellement, la cité est en proie des problèmes de sécurité, d'insécurité. Amener aussi un problème, un leader, quel que soit son infime ancrage. Aujourd'hui, vous pensez que les gens de Maniema pourront-ils accepter que leur leader puisse être déféré en justice? Est-ce que ça ne peut pas avoir des corollaires par rapport à ça? Et aujourd'hui, à Tchikapa, dont je parlais hier déjà, il y avait un papa qui dormait chez lui. Les voleurs sont entrés, ils l'ont tiré à bout portant dans son ventre. Ça n'est suivi des échanges de pierres avec les paisibles situations et la sécurité. Par-ci, par-là, le Katanga, quand tu descends à l'aéroport de Lubumbashi, à Luano, tu vois que c'est peut-être, nous sommes en face, nous sommes en situation de guerre. À l'est, il y a des points. Donc, il y a au niveau du pays, par-ci, par-là, à Kwamout, dans le Maïndombe, il y a un problème de sécurité. Aujourd'hui, pensez-vous que ça peut être opportun de prendre Matata Ponyo, les déférents en justice, parce qu'il doit rendre compte pour tout ce qu'il a détourné, présumé, il a détourné pour le pays. Est-ce que c'est bon pendant les 5 mois? Moi, je parle plutôt de la périodicité dans laquelle ces procès doivent être rendus. Ce procès doit être rendu
D'après vous, je pense que si on a l'art de gouverner, parce que gouverner dira, mon leader Adolphe Muzito, c'est prévoir. Alors, vous devez anticiper les événements. Avant que les événements ne viennent vous surprendre, Adolphe Muzito vous dit toujours que, attention, gouverner, se prévoir. D'accord, je vais vous revenir, on va changer de sujet. Donc, d'après vous, il n'y a pas lieu ou encore il n'y a pas opportunité qu'on puisse traiter en ce moment les dossiers matériels au niveau de la justice, en lieu et place d'aller peut-être aux élections, et puis l'affaire peut revenir après. On va changer de sujet. On parle de processus électoral. Déjà, la CENI nous confirme ou nous rassure que les élections, c'est pour le mois de décembre prochain, donc nous sommes en 2023. Martin Fayulu va donner la position de son parti politique, s'il prendra part ou pas. Nouvel Élan avait émis le vœu l'autre fois qu'avant d'organiser les élections, ça serait mieux que la CENI puisse procéder aux enrôlements à Massissi, Rutshuru et à Kwamount. Vous, de l'Union Sacrée, vous vous dites que vous êtes prêts pour les élections, mais quel type d'élection si seulement l'opposition tourne le dos? Parce que du côté FCC, la position est inconnue. Les présidents de la CENI avaient envoyé une lettre à Kabila, malheureusement, c'était sans succès. Que diriez-vous? Quelle crédibilité pour les élections prochaines? Bon, oui, avant d'en arriver à votre question, laissez-moi tricoter ce qu'a dit mon co-débatteur là-bas. Le pays n'est pas réduit à une personne de Matatampon. Et ce sont les juges qui doivent voir l'opportunité de cela. Si les juges ont trouvé bon que l'opportunité est là d'interpeller les messieurs, quelle que soit sa casquette, il doit répondre. Il n'y a pas question de l'opportunité et du temps. Non. Vous commettez un crime, vous êtes interpellé par rapport à votre crime. Quels que soient les titres, la qualité et les fonctions que vous assumez. Je vous ai dit que nous, IDPS, nous sommes venus exactement pour matérialiser ce qui était notre combat, qui veut dire l'état des droits. Donc, dans un état de droit, il n'y a pas question de laisser quiconque parce qu'il est ceci, il est cela. Il est interpellé. Nous, les Congolais, nous avons besoin de connaître là où est passé notre argent. C'est clair et net. Parce que la République, c'est quoi? Je l'ai toujours dit, la République, c'est nous tous. C'est notre façon, notre manière de vivre ensemble. Et notre aussi façon de nous partager nos ressources d'une façon, d'une manière équitable. Donc, on ne peut pas laisser à ma tête tampon parce qu'il est candidat. Il doit répondre, monsieur. Il n'y a pas question de nous dire par rapport au temps. Contraire de répondre d'après vous. Alors parlons. Vous savez, les élections représentent une opportunité d'améliorer l'image à l'international de la RDC. Et d'ailleurs, comme vous le savez, c'est une opportunité pour nous, justement, de parler sur les progrès techniques et les avancées qu'a ce processus électoral. Mon cher Gelor, je vous dis, tous ceux qui veulent s'échapper à de leurs contraintes, parce que jusque-là, vous venez de le dire dans votre question, la CENI est déterminée à ce qu'il y ait les élections dans les délais constitutionnels. Et les amis que vous êtes en train de citer là, ils n'ont jamais été préparés pour aller aux élections. Ils ont leurs calculs contrairement à la démocratie. Parce que les élections aussi, c'est la démocratie. Parce que c'est tout pouvoir qui émane du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais maintenant, ils ont un schéma contraire à ce qui est visible et présenté par la CENI. Il y a certains indicateurs qui montrent que les élections prochaines seront dangereuses ou chaotiques, si vous voulez. Si on organisait les élections aujourd'hui, on aura combien de députés? Mais ça, c'est la CENI par rapport à la loi de répartition des sièges et à la publication que nous saurons. Mais écoutez. Mais déjà, la loi répartie, la loi en rapport avec la répartition des sièges nous parle de 484, je crois, sièges. Alors que depuis la nuit du temps, c'est toujours 5 ans. Le Nouvel Élan pense que c'est une manière de balkaniser les pays. Non. Seulement les élections seront organisées dans ce format-là. Non. C'est-à-dire qu'il y a quelques lois qui ont été revisitées par la CENI. La CENI a réduit les sièges, d'après vous? Oui, mais bon, il est en train de voir ce qui se présente devant nous. Parce que dans une réelle politique, il faut vraiment se contenter de ce que nous avons en face de nous.
Et puis, vous-même, vous le savez que des lois précédentes par rapport au CEI et tout ce qui a été de cette fois-là, bon, ça avait été un peu compliqué. Beaucoup de gens qui devront se présenter et à compétir à ces élections-là, mais qui était quelque chose de préparé, boutiqué au niveau du règlement politique FCC, et qu'on sort pour qu'ils puissent nommer les députés dans ce sens-là. Bon, si cette CENI juge et trouve bon qu'on peut réduire par rapport à ce qu'il y ait vraiment une constance normale au niveau du processus, en tout cas, mais ce sont les questions cette réduction est due du fait qu'il y a insécurité, parce qu'il n'y a pas eu un enrôlement à Kwamout, à Massissi, à Rutshuru. Ah oui. Et est-ce possible d'aller aux élections sans ces 3 territoires? Mais donc s'il y a élection, on suppose que ces 3 zones ne seront pas représentées à l'Assemblée nationale. Vous savez, je me rappelle, ça doit être ici, non, en 2018. Hein. En 2018, ce n'est pas toutes les provinces. Non, les contrats diffèrent. Hein. En son temps, c'était sanitaire. C'est Kinshasa qui contrôlait Beni. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à contrôler Bunagana, par exemple. Alors, si on partait aux élections, est-ce qu'on peut se dire, c'est bobé les torses, de dire que Bunagana fait partie de la RDC? Non, mais Bunagana fait partie de la RDC. Vous savez, le problème ici, c'est quoi, M. Golor? Notre constitution de la République, c'est-à-dire que le processus électoral est irréversible, quelles que soient les situations. Vous vous rappellerez, pendant le temps de la Covid, une crise qui était vraiment mondiale et qui tuait même plus que même la balle réelle, mais il y avait des pays qui ont organisé les élections. C'est-à-dire qu'on n'a pas tenu compte parce qu'il y a tel espace. Pourquoi? Mais si notre constitution nous dit que le 5 ans, nous devons y aller aux urnes, quelles que soient les contraintes que nous devons y avoir, respectons d'abord la volonté des souverains primaires. Mais la même constitution dit également que tout Congolais a droit de prendre part au vote. Alors, je voulais passer la parole de ce côté. Oui, mais quand on trouve, par exemple, de ce que vous venez d'établir sur le plateau, et la situation sécuritaire, c'est une situation prépondérante qui exige vraiment beaucoup de situations au niveau du pays pour éradiquer et mettre la paix à ce niveau-là pour que tout le monde vive dans l'inquiétude. Mais s'il se fait que pendant ce temps-ci, et qu'il y a une partie qui a été attaquée, dont le gouvernement est en train de s'employer dans tous ses efforts pour récupérer tous les territoires. D'ailleurs, vous venez de citer Bunagana, je crois que vous avez dit les communiqués du gouverneur militaire qui a demandé tous les services de retourner déjà à l'ex-service à cette localité de Bunagana et autres. C'est-à-dire qu'il y a les avancées qui fassent que peut-être jusqu'à atteindre le 20 décembre, alors des localités qui seront récupérées par les forces armées, on peut toujours y passer par l'enrôlement et puis permettre que ces cycles, nous pouvons pas accepter les glissements. Ça, c'est la démarche de l'opposition. Pas question d'accepter les glissements, faisons foi. Il se pourrait que Bunagana soit récupéré. Il y aura un enrôlement. Le président de la CENI avait promis l'enrôlement dans les zones où vous avez émis le vœu qu'on puisse enrôler la population de ce coin pour parler élection. Le chef de l'État avait promis que Goma ne tombera pas. Certes, nous parlons élection, du coup, j'ai fait allusion à la situation sécuritaire, que Goma ne tombera pas, les zones occupées seront récupérées pour dire qu'il y a lieu que les élections soient organisées dans toute l'étendue de la République. Alors, êtes-vous d'avis de ceux-là qui pensent qu'il faut repousser les élections pour pacifier d'abord les pays, ou bien on peut aller aux élections sans les 3 territoires? Monsieur Guillaume, vous devez faire attention. Je pense, en tant que républicain, nous devons prendre la bonne part pour sauver la République et non sauver les individus. Tout ce que nous voulons, que les élections soient organisées. Mais de quel type d'élections? Que des élections inclusives, des élections apaisées. Vous étiez reçu par le président de la CENI. Ces élections, ces élections en cours, les élections en cours en République démocratique du Congo ont des sérieux problèmes. Quels sont les sérieux problèmes? Il s'agit de la tripartite, le pouvoir, l'opposition, qui est multiple, oui, et la société civile. Déjà, cette configuration, dès l'entame, a posé problème. A posé problème au niveau d'où? Lorsqu'on devait nommer le président de la CENI.
voyez-vous, comment est-ce que le président de la CENI devait venir des églises? Donc, de la Cinco, de l'ECC et des églises de réveil. Ça était un forcing pour voir Kadima venir chuter finalement. Le décor n'était pas opportun dans l'opposition et dans les chefs des églises, donc la Cinco et l'ECC. Il y a une frange qui s'est désolidarisée de l'église, a voulu appuyer. Finalement, Kadima est venu. C'est un problème. Deuxième instrument de la CENI, c'était la loi électorale. Cette loi électorale, elle a été sujet de controverse. D'aucuns n'ignorent pas. On a dit que cette loi devait se référer à la loi fondamentale du pays. On a décrié cela par l'opposition. On a fait le forcing, on est passé. Tout ce que l'opposition aimait comme avis, tout ce que la société civile aimait comme avis, aujourd'hui, le forcing se fait remarquer. Donc, on ne tient pas compte de tout cela. D'où on a déjà planté déjà les suspicions. Vous parlez de... On plante déjà les suspicions des résultats des élections. Vous parlez des forcing. Oui, il y a un forcing. Martin Fayoulou et les autres ont demandé l'audition à nouveau du fichier. Ils ont reçu la réponse, une lettre de non-recevoir. Vous avez dit, pour que le pays ne soit pas balkanisé, il y a lieu qu'on puisse enrôler Massissi, Kwamuntu et Rutshuru. Jusqu'ici, vous n'avez pas encore la réponse. S'il s'avérait que Kadima ou la CENI dit, bon, on va aller aux élections comme ça, est-ce que Nouvel-Élan va prendre part aux élections prochaines ou bien vous allez vous rétracter? Oh, mais non, pour aller aux élections, Nouvel-Élan est prêt tout le temps. Mais simplement... La question n'est pas de savoir si vous êtes prêt ou pas. Ouais, ben, par rapport à vos revendications. Laisse-moi peut-être revenir et rencontrer pour aider la population. Parce qu'ici, nous sommes en face de la République qui nous écoute. Monsieur Guelor, votre réaction, votre point de vue, vous avez voulu revenir à raison, mon co-débatteur, en lui disant, aujourd'hui, vous avez ratifié les lois du pays pour accepter qu'au niveau de l'Assemblée nationale, que nous ayons 484 députés au lieu de 500. Si ça n'est le cas, où mon co-débatteur accepte que les législateurs peuvent modifier des lois, chose qui n'est pas impossible, ça peut arriver. Mais dans le cas d'espèce, on devait passer immédiatement au référendum. On devait se référer à la population qui avait accepté que l'Assemblée nationale soit constituée de 500 députés et non 484. Pour en arriver à 484, il fallait recourir au souverain primaire. Et non forcer jusqu'à prendre en otage tout un peuple, ce n'est pas correct. Pourquoi nous craignons manque de cohésion, nous craignons de soulèvement de masse, nous craignons l'insécurité dans la population. Aussi longtemps que la population se verra toujours frustrée, chaque fois quand elle émet un avis et que les dirigeants, le pouvoir en place, ne tient pas compte de cela, la population davantage va se voir frustrée, elle va vouloir serpenter. Parce qu'on dit, lorsque le fleuve est en furie, mais les hommes peuvent passer. Attention, lorsque le peuple devient en colère et forme un bloc, vous ne passerez pas, quel que soit la contrôle du pouvoir. Le souverain primaire a un pouvoir que personne, qu'aucun pouvoir ne peut lui ôter. Il semble être aujourd'hui, ne parlant pas le même langage, mais attention. Nous devons rencontrer pouvoir, c'est avoir de l'art. Pouvoir, c'est rencontrer les préoccupations de la cité. C'est gérer la cité. Gérer la cité, il y a des questions posées par cette cité. Est-ce qu'on se préoccupe pour trouver solution aux questions posées par cette cité? Si la réponse est non, faisons attention. Soit on fait le référendum. Si on doit faire le référendum, on doit faire appel à toutes les classes, à toutes les composantes, au processus électoral actuel, rencontrer leurs avis et discuter. Parce que la République n'est pas gérée par un individu. La cité, c'est gouverner ensemble. Aujourd'hui, il y a des problèmes. Toutes les questions soulevées par l'opposition, soulevées par la société civile, ne semblent pas être écoutées. Mais les chefs de l'État, moi, je voudrais attirer son attention. Et les chefs de l'État actuels, il ne faut pas qu'ils se fient aux manipulateurs. Les manipulateurs, ça peut être des personnes qui peuvent transformer et faire un business électoral. Le business électoral,
Il faut faire attention, le chef de l'État doit faire attention par rapport à des personnes qui montrent l'image de le soutenir pendant qu'ils les détruisent. Alors, ils les merci. détruisent dans quel sens? Ils les détruisent dans le sens où les choses qui ne sont pas bien organisées et qui ne seront pas bien faites et voudraient prouver au chef de l'État que les histoires vont bien. Pourquoi? La question. Le gouvernement en place dit qu'il est en train d'accompagner l'institution CENI. Oui. Par le financement. Mais nous voyons tout le temps, ça fait déjà 2 fois, le président Kadima sortir que non, nous n'avons pas de moyens. Pendant que le gouvernement dit, moi j'appuie l'institution CENI. Mais Kadima sort, il dit non, nous avons des problèmes de moyens. Nous avons des problèmes sécuritaires. Nous avons des problèmes politiques. Les problèmes politiques, c'est quoi? Les 3 écueils là. Problèmes politiques, les problèmes sécuritaires, les problèmes financiers et matériels. Voyez-vous? Voilà pourquoi l'objet de mon interpellation parlait peut-être aux oreilles du régime, du pouvoir. Attention, nous avons un problème. Peut-être il y a des personnes qui ne disent pas la vérité, qui peuvent donner l'image de vouloir organiser les histoires, mais organiser cela dans le mal. Nous voulons que les chefs de l'État, qui est déjà sorti par la volonté de pouvoir dire rien que le droit et permettre qu'il y ait cohésion au sein de la société, il a créé des organes, nous l'avons vu, les institutions contre la corruption, il y a autant d'organes qui ont été mis en place pour essayer de réguler, de trouver la cohésion, d'asseoir la paix. Mais islam, ce sont au niveau des collaborateurs, parce qu'on a toujours dit, le Dieu et le pouvoir, les chefs de l'État n'ont pas les yeux. Ce sont ses collaborateurs qui regardent à sa place. Les chefs de l'État n'ont pas les oreilles. Ce sont ses collaborateurs qui entendent. Est-ce que les collaborateurs du chef de l'État actuel entendent mieux et rendent compte au chef de l'État? Les chefs de l'État risquent d'être piégés par sa propre classe. Ah bon? Alors, on va ça, le problème. prendre la dernière question. Il nous reste 2 minutes. Donc, vous aurez 5 minutes. Et 5 minutes, c'est par là qu'on va se séparer. C'est en rapport avec l'insécurité qui se généralise au pays, en tout cas. Vous étiez ici à Kinshasa comme nous autres. Nous avions eu le temps de suivre ces procès des kidnappeurs. Phénomène Koulouna continue à battre son plein. À quoi monte? La situation semble être compliquée toujours. À l'Est, vous en savez quelque chose. Le M23 continue à tuer pendant que la force de l'EAC est là. Kinshasa, est-ce qu'avec cette configuration, il y a lieu de parler d'élection? Est-ce que nous ne sommes pas en mesure de parler paix ici au Congo? Ok, M. Gelor, la première des choses, nous, l'UDPS, nous demandons à tous les acteurs politiques qui ont été enrôlés par la CENI de préparer pour aller aux élections. Le train des élections est en marche. Et d'ici là, ça va atteindre leur destination. Ce qui veut dire que le calendrier de la CENI a été publié. L'opposition, nous connaissons mieux comment cette opposition ici, que nous avons, comment elle fonctionne. Voyez-vous? Parce que pour eux, il faut contester même une mouche. Donc tout est à contester. Mais par exemple, même là, on ne peut pas si contester. Martin Fayulu désistait, si Fayulu, plutôt Mouzoutou désistait, Kabila la position inconnue déjà, vous allez partir aux élections, vous-même l'Union secrète. Mais papa, quand j'ai dit Martin Fayulu, j'ai fait allusion au bloc 4 là dans tout le monde. oui, mais je vous avais dit que la République démocratique du Congo, c'est plus de 200 millions. On nous parle ici, c'est combien de millions que nous sommes maintenant. Bon, nous attendons le recensement pour savoir exactement combien nous sommes, etc. Et là, vous donnez quelle crédibilité? Mais avez-vous déjà vu dans ce monde, moi je parle du monde, qu'un processus électoral fait l'unanimité? Bon, revenons. Donc c'est pour vous dire que... avec l'insécurité, c'est par là qu'on va se séparer. C'est pour vous dire que les élections, le train des élections est en marche. Les calendriers ont été publiés. Les électeurs ont été enrôlés. Il y a eu l'audit du serveur central. Il y a eu l'audit mon frère, je vous dis que l'essai ne tombera pas. Ça, il faut retenir comme ça. Là. Donc, il fallait tout simplement que les gens se préparent. Pourquoi? Parce que, vous savez... Pourquoi ils pensent que forcing? Non, il n'y a pas le forcing. Je vous dis que Denis Kadima a publié le calendrier électoral. Oui, oui, non. Et d'ailleurs, vous le savez, avant même que Denis Kadima soit désigné, nous sommes allés en tergiversation vers tergiversation. Donc, à ce que je vous dis tout simplement que les amis sont en train de chercher des échappatoires. Un point de vue, un mot par rapport à... Non. Un point de vue, un mot par rapport à la sécurité, et c'est par là qu'on va se quitter.
Très cher Guélor, à moins que ça soit de la mauvaise foi. Et puis, nous sommes en train d'assister avec vous, comme nous avons assisté le procès là, les kidnappeurs qui vous disent qu'ils ont leur mentor, dont ils avaient besoin de citer leur nom. Vous comprenez que cette situation d'insécurité, c'est encore dans des officines occultes qui sont en train de vouloir toujours s'aimer cette désolation-là, en peur de trouver ça comme les alibis devant leur mentor. Vous comprenez? Mais néanmoins, je vous dis que l'autorité de l'État doit être rétablie. Vous avez dit qu'ils étaient empêchés de citer les noms, alors que le juge était là. Comprenez qui pourra. Comprenez qui pourra. Je vous dis que... Qui sont érigés un obstacle. Je vous dis que cette insécurité qui sévit aujourd'hui dans notre pays s'entretenue par les fils de ce pays et leurs mentors congénitales. Vous comprenez? Il y a des lobbies à l'extérieur qui font tout cela, mais ils sont en train de se tromper l'adresse. Nous sommes venus, c'est pour donner la vie à ce peuple. Et le Congo doit revenir à sa place qu'il mérite. Nous sommes en train, vous avez vu le ministre de l'Intérieur, et qu'il faut peut-être saluer en passant, en tout cas qu'il est en train de s'imprégner sur la situation. Ah, j'ai suivi un élément sonore où il échangeait avec un Congolais vivant à l'étranger. Oui, effectivement. Donc, c'est-à-dire que, d'ailleurs, vous-même, vous avez suivi, il a dit dans les briefings... vous avez suivi ça aussi? Vous avez auditionné oui, effectivement, j'avais suivi ça. Bon, lui-même... il avait parlé ce qu'il a demandé. C'était digne d'après vous des ministres en fonction? Non, bon... De l'Intérieur en plus? En tout cas, ce qui n'était pas vraiment à ce qui touchait la vie des Congolais. En tout cas, ça, c'est une affaire personnelle. Non. Lui, il doit non. La conversion concernait la nation. Non, mais... Bon, de l'insécurité, ils ont peur des kidnappings. Mais est-ce que c'est que le monsieur l'a tenu comme propos? Donc, il faut faire foi à tout ce qu'il a dit là. Je n'ai pas dit ça. C'est-à-dire, je n'ai pas dit ça. Oui, c'est ce que j'ai dit. Posé la question seulement. Oui, effectivement. Oui, parce que lui aussi, il a sa façon qu'il a préparée. Ensuite, merci beaucoup. Alors, c'est ça qui veut vous dire que l'autorité de l'État est en train d'être établie vraiment sur tous les contraintes de la RDC. Et d'ailleurs, pour l'Est du pays, qu'on n'en parle même pas, vous-même, vous avez suivi le président de la République. Aujourd'hui, notre armée est en train de monter en puissance. Nous sommes en train de mettre tous les ingrédients possibles pour éradiquer. Et ça ne tombera pas, vous-même, vous avez vu, c'est différemment avec 2009 et 2013. C'est encore des promesses, parce que Bounanga n'a plus d'une année. Il n'y a pas question de promesses. Vous avez vu que ça fait un bon moment. Il y a une trêve, non? Il y a une trêve. Et aujourd'hui, l'M23 est en train de prouver une grande difficulté d'avancer dans quelques localités. Et les localités Monsieur Edouard, est sous contrôle des FARDC et la force régionale. Merci beaucoup. Nous sommes de nous préparer vraiment pour... D'ailleurs, c'est notre ancien Premier ministre honoraire que je salue, Adolphe Mouzito. Nous avons pris vraiment ces propositions. Moi, j'aime vraiment Adolphe Mouzito. Vous savez pourquoi? Il est en train de se différencier avec tous ces pseudo-opposants. Donc lui, il propose. Quand il propose, et l'État doit prendre ce qui est bien pour que nous puissions avancer. Merci beaucoup. Mouzito a demandé que nous je puissions faire rappelle, la guerre au Rwanda. Nous sommes en train de nous préparer. Ah mais non, ce n'est pas l'option levée par le chef de l'État. Il avait dit clairement. Non, mais je vous dis la guerre, c'est la dernière. Qui veut la paix prépare la guerre. Merci beaucoup, monsieur Edouard. Je rappelle ici que vous êtes de l'UDPS, mais c'est d'avoir répondu à notre invitation. Prochainement, on va vous retrouver pour d'autres questions d'actualité. Merci pour la disponibilité. Médésoni, c'est avec vous que nous allons boucler. La question, c'est un rapport avec l'insécurité. Vous avez eu le temps de suivre les procès qui n'a peur ici à Kinshasa, mais du moins l'insécurité à quoi monte, l'insécurité à l'Est, ici à Kinshasa, aussi un peu partout au pays. Qu'est-ce que vous en dites? Et c'est par là qu'on va se quitter. Merci, monsieur Edouard est resté Yazif. Moi, je pensais qu'il allait aider la population aujourd'hui, finalement, de reconnaître que, voilà, c'est lui qui achète les organes et des tueurs est connu. Mais malheureusement, il a ouvert des parenthèses fermes. On va lui exiger, comme il est de l'UDPS, ça va nous aider finalement de connaître qui est en train de tuer, comment est-ce que nous, quand on grandissait, je m'excuse beaucoup, on avait même peur de regarder un cercueil. Mais aujourd'hui, on voit des personnes molestées. On voit des personnes molestées. On me dit que ce sont les jours où j'avais vu le corps d'une personne. Aujourd'hui, ça fait déjà pratiquement 3 semaines que je ne mange plus de viande. Donc, j'aimerais, avec le régime en place, qu'on puisse résoudre le problème d'insécurité dans la cité. C'est pour cela qu'ils sont venus au pouvoir. Ils sont venus au pouvoir pour amener tranquillité, cohésion et stabilité. Ils ne sont pas venus au pouvoir pour démontrer des procès. Non, on a besoin que le pouvoir développe des mécanismes, nous éviter du théâtre que nous écoutons dans les réseaux sociaux, notamment avec ce que vous avez dit avec un ancien ministre d'État, un vice-premier ministre,
disloqué, parlé, ça a défilé, ça fait la toile. Aujourd'hui, ça tourne. Aujourd'hui, messieurs de l'UDPS, prenez cette question, ne négligez pas. Monsieur Kazadi, il est vice-premier ministre de ce pays. Il doit nous éviter de telles choses. Je pense que la famille politique dont il revient, vous avez aussi la tâche noble de le suivre et de rayonner, de revêtir le pouvoir, un grand pouvoir que Dieu vous a donné. Je pense que ça doit écarter. Et puis, aider aussi la population à connaître celui qui achète ces organes-là. Il ne faut pas le cacher. Mettez-le à public, qu'on le connaisse. Plutôt que de voir des kidnappeurs défiler, on a dit ils kidnappent, ils prennent les organes, les vendeurs, ils vendent. Mais qui sont les acheteurs? Les acheteurs. Il faut soupçonner des gens, que ces gens-là, dans les parcelles où ces événements-là se passent. Le vice-ministre de la Santé avait dit que... Qu'ils répondent, qu'ils reviennent à la justice. Kinshasa, Congo n'a pas assez de moyens ou de matériel. La famille politique UDPS a le pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas ceux-là que vous avez simplement envoyés dans les institutions. Le pouvoir est au niveau de l'UDPS. Essayez de recadrer les animateurs que vous avez envoyés dans les institutions parce qu'ils faillent. Ils font la honte de la République. Et ce n'est pas correct. Merci. Vous n'aidez pas les chefs de l'État. Nous demandons que le chef de l'État puisse aussi ouvrir l'œil et le bon. Les choses vont mal en pire dans la République. Il faut nous éviter des procès fallacieux. Il faut nous éviter des problèmes, des discussions à longueur de journée, et l'UDPS doit se ressaisir plutôt que de voir, voilà, ils ont provoqué encore un problème en demandant, en inculpant l'Église catholique en justice. Voyez-vous comment est-ce que vous êtes en train... Moi, les logos que je vois sur l'invitation, je vois l'image du chef de l'État. C'est les réseaux sociaux. Merci. Ressaisissez-vous, mais vous n'avez plus le temps. Nous vous reconnaissons, peut-être que nous organisons les élections inclusives, apaisées, en République démocratique, pour honorer Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire, qui s'est battu pour la démocratie. Vous faites foi. Le 5 mois qui nous reste, c'est les élections. C'est après tout eux qui nous gèrent jusqu'à preuve du contraire. Donc, c'est à eux de se ressaisir. Merci beaucoup, pour le chef de l'État. Je demande au chef de l'État de se ressaisir. Son entourage dénote d'une faiblesse criante, et ce qui n'est pas correct. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes nouvel élan. Oui. Merci d'être venu. Merci beaucoup, monsieur. Vous avez représenté Adolphe Mouzuto sur ce plateau. Ouais. Merci à vous, M. Soni Lunga. Merci également à M. Edouard de l'UDPS. Je peux vous retrouver prochainement. Donc, des programmes sur nos antennes. Très bien disponible. Merci et à la prochaine. Au revoir. Merci bien.